Je m'appelle Cassandra Wilson, mais tout le monde m'appelle Cassie. J'ai 34 ans et mardi dernier, ma vie a basculé lorsque j'ai vérifié mon billet de loterie et découvert que j'avais gagné 47 millions de dollars. Mes mains tremblaient en voyant les 6 numéros correspondre parfaitement. Après le choc initial, une étrange pensée m'est venue. Je ne dirai rien à personne de cet argent. Car j'ai un passé financier compliqué avec ma famille. Si vous lisez ceci, laissez un commentaire et dites-moi où vous en êtes. Avant que je ne poursuive cette décision importante, aimez et suivez-moi pour découvrir d'autres histoires vraies de loyauté et de trahison familiale qui pourraient vous faire reconsidérer vos propres relations. Avant ce jour fatidique, ma vie était banale. Je travaillais comme comptable pour une petite agence de marketing à Portland, gagnant assez d'argent pour vivre confortablement, mais sans jamais me sentir à l'aise financièrement. Je louais un petit appartement en périphérie de la ville, une chambre minuscule, rien de luxueux, mais rien que pour moi. Je me levais à 6 heures tous les matins, préparais du café et commençais ma journée avec une anxiété constante concernant les factures et les échéances. Le travail était exigeant, les semaines de 60 heures étaient la norme, surtout pendant la période des impôts. Ma situation familiale était plus compliquée. Mes parents, Gregory et Diane Wilson, ont divorcé quand j'avais 14 ans et se sont remariés 2 ans plus tard. Le père de Gregory, professeur de physique au lycée, a épousé Stéphanie, une agente immobilière au goût prononcé pour les vêtements et au train de vie fastueux. Ma mère, Diane, a trouvé le bonheur auprès de Warren, un homme d'affaires prospère, plus riche que mon père mais extrêmement économe. J'avais 2 jeunes frères et sœurs. Ma sœur Lisa, 30 ans, avait toujours été la princesse de la famille, diplômée de l'Ivy League, mariée au docteur Paul, vivant dans une belle maison de banlieue avec 2 enfants parfaits. Et mon frère Jason, 36 ans, qui, bien qu'intelligent et charismatique, ne s'était jamais rangé. Il changeait fréquemment de travail et de petit ami, et emprunter de l'argent à la famille était devenu un article. Le schéma était toujours le même, appels désespérés, supplications, promesses de remboursement et silence jusqu'à la prochaine crise. Même ma famille élargie n'était pas meilleure. La sœur de ma mère, Martha, était peut-être la seule personne authentique de la famille. Malgré une vie difficile d'institutrice avec des moyens limités, elle était toujours là quand j'avais besoin d'elle. Elle conduisait une vieille Honda qui faisait des bruits inquiétants et vivait dans un petit appartement rempli de livres et de plantes sans se plaindre. En revanche, Heather, la sœur de mon père, avait épousé un homme riche, mais elle se montrait toujours fière et méprisait tout le monde. Elle critiquait souvent nos décisions avec acharnement, se moquant de ma carrière, de mon appartement et de mon célibat. Son fils, Ryan, avait hérité de l'autonomie de sa mère, mais n'avait pas réussi à réussir financièrement et avait développé une addiction au jeu, un problème que la famille gardait secret. Chaque fois que ma famille me demandait de l'aide financière, je me sentais épuisée et méfiante. Quand Jason avait besoin de 5 000 $ pour aller en cure de désintoxication, j'ai retiré mes petites économies, pour finalement découvrir qu'il n'était jamais venu. Lisa a emprunté 2 000 $ pour son mariage, promettant de me rembourser après la lune de miel, mais n'a plus eu de nouvelles 5 ans plus tard. Mon père avait besoin de faire réparer son toit après un ouragan, et je lui ai envoyé de l'argent, pour finalement voir des photos de lui et Stéphanie en vacances à Cancun le mois suivant. La seule personne qui connaissait toute cette douleur était ma meilleure amie Charlotte. Nous nous connaissions depuis la fac, et de toutes mes relations difficiles, Charlotte était celle qui était restée forte. Infirmière, elle comprenait la difficulté et ne portait aucun jugement. Elle était toujours la voix de la raison lorsque je commençais à maigrir, me rappelant que tout le monde ne cherchait pas à profiter de moi. Le travail n'était pas plus facile. Mon patron, Arnold, aimait s'attribuer le mérite de mes idées lors des réunions avec les clients. Mon collègue Derek partait plus tôt, me laissant récupérer son travail, et c'est lui qui en tirait le mérite. Malgré les snobs, je continuais à travailler dur, espérant être un jour récompensé. Acheter des billets de loterie est un petit passe-temps que j'ai toujours, une habitude hebdomadaire dont ma famille se moque. Ma mère appelle ça une taxe sur ceux qui ne savent pas calculer. Mon frère plaisante en disant que je devrais lui donner l'argent directement, pour éviter de le gaspiller. Mon père me fait la leçon sur les probabilités et les statistiques et me gronde. Mais dans ces chiffres, je vois une lueur d'espoir, une petite chance de m'en sortir, de ne pas abandonner malgré des années à ne gagner que quelques petits billets. J'avais des rêves. Voyager au-delà du Nord-Ouest Pacifique, obtenir un master dans un domaine que j'adorais,
économiser suffisamment pour réparer ma voiture sans me ruiner. Mais en grandissant, ces rêves se sont éloignés, les dettes étudiantes et les dettes de carte de crédit s'accumulant malgré mon budget strict. Chaque mois était une bataille acharnée entre les factures, les courses et les dîners occasionnels avec Charlotte. J'utilisais des coupons de réduction, comparant les prix de tout, du papier toilette au café. Ma voiture était une Corolla de 10 ans qui faisait du bruit sous la pluie, et je n'avais pas les moyens d'en acheter une neuve. J'étais passé maître dans l'art de faire comme si tout allait bien, tandis que mon esprit calculait sans cesse si j'avais assez d'argent pour participer ou décliner l'invitation. C'était ma vie avant que tout ne change soudainement. Le jour où j'ai acheté le billet gagnant, c'était mon 34e anniversaire. Je venais de terminer une semaine stressante au travail, lorsqu'Arnold s'était une fois de plus attribué le mérite de ma stratégie financière qui avait permis à l'entreprise d'économiser des milliers de dollars. Je suis passé à l'épicerie de Gus comme d'habitude, mais cette fois-ci, c'était différent. Joyeux anniversaire, Cassie, a salué Gus. Le propriétaire était un homme aimable qui connaissait ses clients habituels par leur nom. Je lui ai adressé un petit sourire, comme d'habitude, et un billet supplémentaire pour la chance, en lui payant $20 au lieu des $10 habituels. Gus m'a fait un clin d'œil. Votre souhait d'anniversaire, peut-être qu'aujourd'hui vous portera chance. Cette fois, j'ai choisi des chiffres au lieu de laisser la machine les choisir au hasard. Mon mois et mon jour de naissance 3 et 16, l'anniversaire de ma mère 12, celui de mon père 21, tante Martha 9 et Charlotte 30. 6 chiffres représentant les personnes importantes dans ma vie, peu importe à quel point elles m'ont déçu. Ce soir-là, j'ai commandé mon plat thaïlandais préféré, j'ai ouvert la bouteille de vin que Charlotte m'avait offerte et je me suis assis tranquillement, seul. Au tirage du loto à 20h, je n'y ai pas prêté attention, j'ai juste parcouru les réseaux sociaux et vu des amis s'amuser à fêter leurs anniversaires. À 20h30, je me suis souvenu de sortir mon ticket et de le regarder, sans trop m'attendre à grand-chose. Le premier numéro sorti était le 3. J'ai souri légèrement. Le deuxième numéro, le 16. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Mardi, le 12. Mercredi, le 21. Mon cœur était brisé. Le cinquième, le 9. J'ai retenu mon souffle. Le dernier numéro, le 30. J'ai fixé mon téléphone, incapable d'en croire mes yeux. J'ai allumé la télévision et regardé les numéros sortir un par un. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber la télécommande. Hors de question, ai-je murmuré dans l'appartement vide. Hors de question. Le site de loterie a confirmé que j'étais le seul gagnant sur 47 millions. Après impôts, cela représente environ 28 millions, une somme colossale pour quelqu'un qui avait joyeusement acheté un bon de réduction de 10% sur une lessive ce jour-là. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai lu toutes les histoires de gagnants à la loterie qui détruisaient leur vie. Des familles qui s'effondraient à cause de la cupidité. Des amis et des proches surgissaient soudainement avec des histoires déchirantes, mendiant de l'argent. Beaucoup de gagnants à la loterie font faillite en 5 ans, plus malheureux qu'avant leur gros lot. Un article de journal disait que la loterie était le moyen le plus rapide de tout perdre. Au lever du soleil, j'ai pris une décision, prendre l'argent, mais n'en parler à personne. Ni à mes parents, ni à mes frères et sœurs, ni même à Charlotte. J'avais besoin de temps pour comprendre l'impact de cet argent sur ma vie, pour être prête à y faire face avant que quiconque ne commence à me dicter ma conduite. Ce matin-là, j'ai pris mon premier jour de congé depuis 3 ans et j'ai pris rendez-vous avec l'avocat financier et testamentaire, Philippe Montgomery, dans son bureau situé dans un immeuble du centre-ville. Assis sur la chaise d'attente, dans mes vêtements décontractés, serrant mon sac contenant des billets de loterie, je me sentais comme un imposteur. Monsieur Philippe, âgé de plus de 50 ans, aux cheveux poivre et sel, aux yeux doux et aux lunettes chères, s'est levé et m'a serré la main. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai pris une grande inspiration et j'ai posé le ticket sur la table. J'ai besoin de savoir comment réclamer le prix sans que personne ne sache que c'était moi. Ses yeux brillèrent de surprise après avoir vu le billet, puis il hocha la tête d'un air professionnel. Vous êtes au bon endroit. Pendant les 2 heures qui ont suivi, Philippe m'a expliqué les différentes options qui s'offraient à moi. Dans cet état, les gagnants peuvent percevoir leurs gains par l'intermédiaire de fiducies ou d'entités juridiques, ce qui protège leur identité. Il a expliqué comment créer une fiducie sans droit de regard, le système fiscal et insisté sur l'importance de ne pas trop s'adresser à tout le monde. Une fois la nouvelle connue, impossible de faire marche arrière.
J'ai hoché la tête, soulagé que mon instinct de garder le secret ait eu raison. Je voulais que les choses soient faites sérieusement, sans que l'argent ne vienne perturber ma vie. En quittant le bureau de Philippe avec mon dossier et la liste des prochaines étapes, j'étais partagé entre l'excitation et la peur. Une personne ordinaire possède aujourd'hui une fortune colossale. Mais je ne peux pas partager ce secret sans devoir me faire passer pour un piètre comptable au quotidien. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai collaboré avec lui pour créer des fiducies, collecter des fonds et ouvrir des comptes d'investissement. Un plan financier solide m'a permis de ne plus jamais avoir à me soucier d'argent, même si je vivais centenaire. L'argent est bel et bien arrivé, sur un compte que je contrôlais. Mais rien n'a changé. Aller au travail, me plaindre des factures à mes collègues, conduire une vieille Corolla. Le secret commençait à m'épuiser. Je me demandais ce que ma famille penserait si elle l'apprenait. Serait-il content ou me verrait-il comme un distributeur automatique ambulant? Ces questions me hantaient, et peu à peu une idée m'est venue. Et si je pouvais tester leur réaction face à mon argent sans le révéler? Et si je pouvais tester leur personnalité avant de décider de partager mon secret? Le plan a pris forme. J'allais créer une situation où j'aurais besoin d'aide financière. Pas beaucoup, mais suffisamment pour créer une pression. Je rencontrerais chaque membre ayant la même histoire et la même demande, pour voir qui m'aiderait sans condition. Puis je déciderais qui était digne d'entrer dans ma vie. Une nuit, alors que je n'avais pas dormi, j'ai failli avoir cette idée. Le lendemain, j'ai rencontré Philippe pour m'assurer que tout était réglé financièrement avant de commencer. Nous avons constitué un portefeuille d'investissement diversifié, une fiducie de bienfaisance et un petit compte personnel afin que je puisse dépenser de l'argent sans attirer l'attention. Philippe a dit, « Tu es très bien préparé. Tu peux arrêter maintenant si tu veux. » L'idée était tentante, mais je ne voulais pas apporter de changement brusque à ma vie qui pourrait soulever des questions. J'ai dit que je resterais dans l'entreprise jusqu'à ce que la situation soit réglée. Ce soir-là, j'ai invité Charlotte à dîner et je lui ai parlé de mon projet de tester ma famille. Je n'en pouvais plus et je faisais confiance à Charlotte plus qu'à quiconque. J'allais dire que j'avais perdu mon emploi et demander de l'aide, juste pour voir qui se souciait vraiment de moi quand j'étais en difficulté, ai-je expliqué prudemment. Charlotte fronça les sourcils. Ce plan semble un peu trompeur, pourquoi ne pas avoir une conversation franche? J'ai souri d'un air ironique. Ma famille n'est pas douée pour les conversations franches. Tu sais comment ils sont. Je veux juste savoir qui se soucie de moi en tant que personne, qui me considère comme une ressource. Charlotte m'a gentiment rappelé que je pourrais peut-être me blesser en premier, mais elle savait que j'avais pris ma décision. J'ai inventé l'histoire, l'entreprise de marketing pour laquelle je travaillais s'est effondrée parce que le PDG avait détourné de l'argent et faisait l'objet d'une enquête. Je n'avais pas reçu mon dernier chèque de paie. Trouver un emploi dans la comptabilité professionnelle était difficile. Les entretiens arrivaient, mais n'étaient pas encore solides. Mon fonds d'urgence était épuisé pour payer les récents examens médicaux. J'ai préparé l'histoire avec soin afin qu'elle soit suffisamment convaincante sans éveiller les soupçons. Je savais aussi comment tout le monde réagirait. Maman pourrait t'aider un peu, papa me sermonnerait mais serait un peu encourageant, Lisa évoquerait les frais de garde d'enfants, Jason secourait la tête, les 2 familles recomposées refuseraient et tant Heather me critiquerait pour mon manque de sagesse. Seulement Miss Martha, je l'espère sincèrement. J'ai d'abord appelé ma mère, qui semblait distraite mais inquiète. Elle m'a dit qu'elle vérifierait auprès de Warren, car il venait de verser un acompte pour une maison de vacances au bord d'un lac et les finances étaient serrées. Elle m'a suggéré de demander à mon père ou à Lisa, même si je préférais l'éviter, sachant que Lisa était occupée avec ses enfants et les cours particuliers. Maman ne promet rien, mais elle te contactera quand même. J'ai noté les détails de ma réponse dans mon journal, ressentant l'hésitation de devoir transférer la responsabilité. Le lendemain, j'ai pris un café avec mon père. Quand je lui ai parlé du prêt, il m'a simplement reproché de ne pas avoir assez d'économies et à lever les yeux au ciel devant mes dépenses excessives. Il ne m'a pas aidé, même s'il savait que j'avais des difficultés, prétextant que j'épargnais pour ma retraite. Ces paroles m'ont servi de leçon pour éviter les erreurs. Lorsque j'ai rencontré Lisa à la luxueuse maison, elle s'est d'abord montrée compréhensive. Mais lorsque j'ai évoqué les 5 000 $, elle m'a répondu que c'était pour une nouvelle voiture, les frais de scolarité et des réparations. Elle a promis de demander à son mari Paul de m'y inscrire. J'ai également décliné son offre de loger chez elle en raison de mon travail en ville. Le frère de Jason a répondu brièvement,
disant qu'il traversait une période difficile et qu'il ne pouvait pas aider, évitant ainsi d'autres messages et appels. Ma belle-mère Stéphanie et Warren ont catégoriquement refusé, avec dédain, et ont pensé que c'était une opportunité pour moi d'apprendre une meilleure gestion financière. Le cousin Ryan semble d'abord sympathique, promettant d'aider, mais finit par annuler le rendez-vous et disparaît sans contact. Le sarcasme de Madame Heather et ses histoires sur l'argent des autres m'ont embarrassé. Au bout d'une semaine, j'étais épuisé mentalement. L'expérience avait révélé le pire dans ma famille. Cette personne qui m'avait emprunté de l'argent et bénéficié de mon aide avait toutes rompu leurs promesses. Puis le téléphone a sonné, c'était Martha. Elle avait eu des nouvelles de ma mère, avait exprimé une réelle inquiétude et avait convenu d'une rencontre le lendemain après-midi. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant. Elle m'a donné une enveloppe contenant $3 000, soit la quasi-totalité de ses économies. Elle m'a conseillé de ne pas rembourser tout de suite, de prendre le temps de trouver un emploi et de m'installer. Les larmes ont coulé lorsque j'ai réalisé sa générosité, quelqu'un qui avait peu mais qui était prête à donner de tout son cœur, contrairement à ma famille. Après la réunion, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'elle souffrait de diabète, de coûts de médicaments en hausse et qu'elle devait travailler comme tutrice pour joindre les deux bouts. Je l'ai invitée à dîner chez moi et je lui ai avoué que l'histoire de la demande d'argent n'était qu'une expérience. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit qu'elle n'était pas en colère, juste triste que je doive utiliser cette méthode pour sonder le cœur des gens. Elle comprenait pourquoi je le faisais, ma famille était trop dure avec moi. Elle a raconté l'histoire de son divorce avec son ex-mari, lorsqu'il a pris son héritage et l'a investi à perte, considérant qu'il s'agissait d'argent commun même si son nom figurait sur les papiers. La leçon qu'elle a apprise était la même que la mienne. L'argent ne teste pas seulement le caractère des autres, mais éclaire aussi le nôtre. Je me souviens encore de ces paroles. L'argent montre non seulement qui sont les autres, mais aussi qui nous sommes. Nous avons discuté de l'avenir, j'ai décidé de créer un fonds fiduciaire pour qu'elle puisse prendre en charge ses frais médicaux, maintenir une vie confortable mais pas trop ostentatoire. Philippe a préparé un plan d'investissement, une fondation caritative, et j'ai prévu de quitter mon emploi pour créer une organisation à but non lucratif pour aider les personnes âgées seules inspirées par la situation de Martha. Philippe m'a demandé si j'allais dire la vérité à ma famille sur ma victoire à la loterie. J'ai secoué la tête, voulant garder le secret. J'ai appelé Charlotte pour lui parler de l'argent et de l'expérience. Charlotte s'est demandé. Et maintenant? Vas-tu devenir une maniaque de la richesse tout en conservant tes vieilles habitudes d'épargne? J'ai souri. Ce n'est probablement pas une voiture de luxe, mais pas trop luxueuse, non plus. Cet argent devrait servir à des choses importantes, à commencer par Miss Martha. Nous allons avoir une réunion de famille. J'ai quelque chose d'important à annoncer. Le jour de la réunion, tout le monde était présent. Maman, Warren, papa, Stéphanie, Lisa, Paul, Jason, Heather et Martha qui est arrivée en dernier et m'a adressé un sourire secret. Je l'ai rassurée. Je vais bien. J'ai trouvé un nouvel emploi bien rémunéré et je suis sur le point de prendre la direction de mon organisation. La réaction s'est calmée et ils ont poussé un soupir de soulagement. Lorsqu'on m'a demandé pourquoi j'avais menti sur le fait d'avoir besoin d'argent, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit. Parce que la famille est un endroit où l'on peut compter les uns sur les autres dans les moments difficiles, n'est-ce pas? L'atmosphère était tendue. Papa me reprochait mes actions inappropriées. Maman et Stéphanie invoquaient des dépenses personnelles et écartaient toute possibilité de soutien. J'ai fait remarquer franchement que Jason n'avait pas répondu à ma question, même s'il m'avait emprunté beaucoup d'argent. Il avait honte. La conversation a été longue, j'ai insisté pour remettre en question l'irresponsabilité et l'hypocrisie, mais personne n'a admis ses erreurs. Ils m'ont blâmé et se sont retournés contre moi, culpabilisant les autres. Alors que tout le monde partait, j'ai ressenti un étrange soulagement. Je n'ai pas révélé mon histoire d'argent, mais j'ai pris ma défense pour la première fois. L'argent m'a donné quelque chose de plus précieux que tout le reste. Le courage de regarder la vérité en face sur les relations et de fixer les limites nécessaires. Mademoiselle Martha est restée pour m'aider à nettoyer et m'a encouragée. Tu as bien réussi, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de leçons de vie. Au bout d'un an, ma vie a complètement changé. J'ai emménagé dans une jolie maison au calme, avec un jardin qui me rendait heureuse chaque matin. À 3 maisons de là se trouvait la petite maison de tante Martha, une maison pratique pour ses déplacements.
Mon association a aidé plus de 200 personnes âgées en leur proposant des services d'accueil, des réparations domiciliaires et une aide financière, notamment pour celles qui sont isolées comme Martha. Charlotte est également coordinatrice. Mes relations familiales sont désormais plus distantes et sincères. Je reste poliment en contact avec vous lors des anniversaires et des fêtes, et personne n'est au courant de ma récompense. Les gens pensent que ma réussite est due à mon nouveau poste au sein de l'organisation et ne posent pas de questions plus approfondies. Il y a eu des moments où j'ai voulu révéler quelque chose, même si c'était très tentant, surtout lorsque Jason demandait de l'argent pour son entreprise ou que Lisa se plaignait des réparations à la maison, mais ensuite je me suis souvenu de mon indifférence précédente et j'ai arrêté. Quand ma famille était en difficulté, j'ai quand même aidé en secret. Papa a eu un léger accident vasculaire cérébral il y a quelques années, j'ai secrètement remboursé sa dette médicale grâce à un fonds de soutien aux patients. Ryan a fini en cure de désintoxication, j'ai fait un don en secret. Chaque semaine, Martha et moi dînons ensemble et sa santé s'est considérablement améliorée grâce à de meilleurs soins médicaux. Un soir, sur son porche, elle m'a dit « Tu sais ce qui m'a le plus surprise ? Si tu avais dit que tu gagnerais le gros lot ce jour-là, les choses ne se seraient pas passées comme ça. » J'ai hoché la tête. La famille se souciera immédiatement de moi et sera dévouée, mais on ne peut jamais savoir ce qui est sincère. Elle sourit doucement. C'est pour ça que tu as la liberté. Cette expérience douloureuse mais profonde m'a montré qui mérite de m'accompagner dans la vie. L'argent ne change personne, il révèle simplement qui on est vraiment. J'ai lutté pendant des années pour maintenir des relations qui étaient intrinsèquement déséquilibrées. La plus grande leçon est de me comprendre. Avant, je me valorisais en donnant, en me sacrifiant, en gagnant l'amour et en acceptant d'être exploité. Maintenant, je sais que le véritable amour n'est pas calculateur, il donne sans condition, mais respecte aussi les limites et la dignité, toujours présent dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. J'avais l'habitude de garder le secret, car j'avais peur que l'argent ne gâche tout. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela m'aide à être transparent, à percer le masque et à voir la vérité. La vie est désormais pleine, non pas à cause de l'argent, mais à cause de la liberté de choix et d'un cœur paisible. Mademoiselle Martha me tapota la main, me ramenant à la réalité. Je suis si fière de toi. J'ai souri, la remerciant de m'avoir appris le vrai sens de la famille. Alors que le soleil se couchait à l'horizon dans une teinte rosor, je repensais à mon parcours, depuis le choc de voir les numéros gagnants, jusqu'à la douleur du rejet et à la joie de construire une nouvelle vie avec une somme d'argent inattendue. L'argent a changé ma vie, mais pas comme je le craignais ou l'espérais. Il m'a simplement donné la capacité de voir clair et de faire des choix judicieux. La plus grande valeur que j'ai n'est pas le nombre sur mon compte, mais la conscience. La personne digne dans la vie n'est pas celle qui est à vos côtés quand vous pouvez donner, mais celle qui reste quand vous n'avez plus rien d'autre que vous-même. Avez-vous déjà testé la loyauté de quelqu'un? Qu'en avez-vous appris? Partagez votre histoire ci-dessous. Si cette histoire vous parle, n'hésitez pas à nous soutenir en cliquant sur « J'aime » et à vous abonner pour entendre d'autres leçons de vie réelle qui peuvent changer votre façon de voir les choses. N'oubliez pas de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir que sa valeur ne se mesure pas à ce qu'il peut donner. Merci de votre écoute et j'espère que vous trouverez la sagesse nécessaire pour reconnaître les relations authentiques dans votre vie.